Merci à vous, Angèle Toboula. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour, bonsoir. Cela dépend de votre position sur la planète. Et bienvenue à ce plateau dédié justement au duel. Pour le compte de votre émission Dimanche, c'est politique. Comme vous avez déjà donc pris le départ depuis 9 heures. Ce 10 août 2025, nous allons encore discuter sur ces questions qui ont alimenté l'actualité la semaine qui finit. Et ce 10 août 2025, mes invités sont déjà présents sur ce plateau avec nous afin qu'on puisse justement décortiquer, aborder quelques questions, comme je vous le disais tout à l'heure. Oui, il a nom Okri Mohamed Assogba. Il est du parti de l'opposition, les démocrates, bien présent déjà sur ce plateau avec moi. Ici, ce dimanche, Okri Mohamed Assogba, bonjour. Bonsoir, M. Medengoyi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de vous rendre disponible pour nous malgré votre agenda aussi chargé. C'est moi. Tout le plaisir est pour moi et pour le Parti Les Démocrates. Merci infiniment. À vous en face de vous, Okri Mohamed Assogba. Ce dimanche, c'est bien sûr Mathieu Avlessi. Mathieu Avlessi, il est du parti Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle. Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour, monsieur Okri. Et mes amitiés à tout l'audimat de ETL. Franchement, merci aussi pour votre disponibilité malgré la précipitation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais, plusieurs sujets, oui, nous allons donc les aborder sur ce plateau aujourd'hui. Et en un premier, on parlera justement de cette proposition du président Patrice Talon lors de sa rencontre avec la jeunesse. On était donc à la veille de l'indépendance où il proposait justement un accord de gouvernance, bien évidemment au parti Les Démocrates, justement dans toujours droite ligne de l'animation de la vie politique au Bénin. Nous allons démarrer par vous, Mathieu Avlessi. À votre avis, quelle est donc la véritable intention derrière cette proposition d'accord de gouvernance du chef de l'État? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ce n'était qu'une proposition faite par le président de la République au vu des perspectives et au vu des nouvelles dispositions. Il était de bon ton de suggérer au parti de l'opposition parce que je crois que l'opposition a son rôle et joue déjà son rôle dans la vitalité de notre démocratie. Dans cette logique, il y a de raisons que cette opposition prenne les dispositions au fin de faire face aux nouvelles règles qui devraient nous conduire aux élections prochaines. Puisque déjà au sein de la mouvance que nous constituons, les choses étant un peu corsées, on s'est dit, voilà, mettons-nous ensemble pour éviter les déconvenus probables. Parce que certes, par rapport à ces chiffres, ces statistiques qui sont projetées, nous nous retrouvons dans un espace probabilisable et donc pour résorber les déconvenus, il est de bon temps qu'on se mette ensemble pour se dire attention, ensemble on est plus fort. Et donc c'est cette suggestion que le président de la République a dû faire aux amis d'en face pour voir dans quelle mesure tous ceux qui sont là dans l'opposition, représentés ou non, qu'ils se mettent ensemble et ensemble ils seront plus forts pour qu'on ait deux blocs en face. Voilà un peu la logique de la suggestion de mon point de vue. Voilà, ça c'est votre point de vue. Okri Mohamed Assogba, dans l'intention justement d'avoir de grands regroupements pour l'animation de la vie politique au Bénin. Pour vous, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez pour opiner sur cette proposition venue de la part du chef de l'État, le président Patrice Talon, il y a quelques jours. Je voudrais vous dire d'emblée que c'est une proposition qui manque de lisibilité. Elle est à tout le moins surprenante parce que au lendemain de son avènement au pouvoir, il a entrepris de mettre en chantier la réforme du système partisan que nous appelions tous de nos voeux depuis quelques décennies à cause de la pagaille et de la cacophonie qu'on notait sur l'échiquier politique national. Mais il s'est avéré que cette réforme a été finalement un marché d'exclusion où il y a eu beaucoup de grincements de dents. Et puis, on s'y est fait. La classe politique s'y est fait. C'est une réforme qui est appelée au grand regroupement. Comme je disais tantôt, on l'avait toujours souhaité. C'est une expérimentation qui est en train d'aller à maturité. Et puis, c'est à la fin de son second et dernier mandat que le président Patrice Talon estime que
nous avons plutôt intérêt à nous mettre ensemble. C'est comme s'il veut faire tomber les barrières pour que on essaie de mettre en place une sorte de parti unique. J'ai pas bien compris la proposition. Mais je dis que dans tous les cas, moi je considère que c'est un ballon d'essai et que ça regorge certainement d'un certain nombre de pièges comme nous en avons toujours vécu depuis 2018-2019. Oui, voulez-vous... Vous voyez tout de suite, le mot est sorti par mon frère et ami, les démocrates, exclusion. On ne voudrait pas qu'au lendemain des élections, ce mot revienne. Et pour qu'on n'en vienne pas à ça, il y a des statistiques qui sont projetées et qui vont justifier la représentativité ou non. Au fin de cette statistique, c'est mieux, c'est une suggestion, moi je pense, c'est une suggestion de bonne foi, pour que nous n'en venons pas encore à ressortir ce mot exclusion. Le Bénin nous appartient à tous, c'est ensemble que nous allons le construire. Et donc c'est en étant tous ensemble, dans les camps face à face, qu'on pourrait, parce que ceux qui sont là, les démocrates veulent être là, c'est tant mieux, c'est ça ce que nous voulons. Et c'est l'alternance au sommet de l'État qui contribue, le fond et le socle de la démocratie. Si un seul parti est là et perpétue son plan d'action, on sent pour autant que les autres lui disent « ça c'est fait, c'est bien, mais on peut mieux faire en faisant ci ou ça ». C'est un peu ça la logique, que l'opposition soit suffisamment forte pour apporter sa pierre au plan que mettrait en place, que serait en train de dérouler le parti qui serait au pouvoir. Ce n'est que comme ça que notre démocratie grandirait. Et je pense que la suggestion, c'est pour faire grandir notre démocratie, non un piège. Voilà. Mohamed Okri, ma question était de savoir en quoi voyez-vous justement, ou bien à quel niveau se situe ce piège dont vous parlez par rapport à cette proposition? Je crois que nous allons droit au but pour dire que le timing déjà pose problème. Lorsque vous avez demandé à la classe politique de se regrouper en de grands ensembles pour conquérir le pouvoir d'État et que certains ont payé le lourd tribut et ils se préparent, ils se mettent dans le starting block pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, et que subitement, une telle proposition vient de la part du porteur de ce projet, de ce nouveau système partisan, je dis que le chef de l'État a parlé pour semer la confusion dans les esprits des Béninois. Les interrogations que nous on reçoit depuis que le chef de l'État a parlé face à la jeunesse, à la présidente de la République, se résument en ce que, bon, si vous décidez de vous mettre ensemble, pourquoi alors mettre de l'argent à organiser les élections? Entendez-vous pour former un gouvernement d'union nationale et continuer le travail? Non, nous sommes dans une démocratie. C'est un choix que nous avons fait au sortir de la conférence nationale de février 1990, où il est clairement écrit que le système politique est régi par le multipartisme intégral. Ce multipartisme intégral qui est débridé avec la nouvelle réforme du système partisan, parce qu'on nous demande de nous mettre ensemble, mais on fait en sorte que ce soit les siens seuls qui soient autour de soi pour faire le travail. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. C'est des questions de délai prévues par la Constitution. Nous, au parti les démocrates, nous sommes des légalistes. Travaillons pour conquérir légalement par la voie des urnes le pouvoir d'État pour proposer une nouvelle offre politique au peuple béninois. Nous y travaillons d'arrache-pied depuis un certain nombre d'années et puis subitement vers la fin, le chef de l'État estime que bon, pour la construction, pour la continuité de la dynamique, qu'il pense qu'il vaut mieux qu'on taise les différences politiques pour se mettre ensemble pour travailler. Pourquoi il n'a pas fait cette proposition à la fin de son premier mandat, de son premier quinquennat en 2021? Et c'est à la fin du second qu'il nous sort cette proposition de sa poche par magie. Nous, on est vraiment sceptiques par rapport à cette nouvelle posture du chef de l'État. J'estime qu'il a voulu essayer de voir quelle sera la portée d'une telle proposition vis-à-vis de la jeunesse qu'il a regroupée
en face de lui il y a quelques jours à la présidence de la République. Quand on veut faire une proposition sérieuse de cette envergure, on s'adresse aux chapelles politiques. La jeunesse réunie à la présidence de la République, c'est vrai qu'il y en a qui sont venus de 4 partis politiques, à savoir UP Le Renouveau, et le Bloc républicain, le Parti Les Démocrates et le Parti Les FCBE. Il y a bien plus que ce nombre de partis au Bénin. Avec la nouvelle réforme, eux-mêmes nous disent qu'il y a près de 11 partis déjà reconnus au ministère de l'Intérieur. Pourquoi on sélectionne seulement 4, la jeunesse de 4, pour jeter une telle proposition dans la masse? Et pour revenir aux statistiques dont parlait mon cher frère et ami, M. Avlessi, Oui. Il évoquait les chiffres qui sont contenus dans le code électoral et que nous avons toujours dénoncés, les 20% par rapport aux législatives. Voyez-vous, nous avons dit depuis plus d'1 an que nous allons droit dans le mur. J'ai eu l'occasion de le défendre face à d'autres invités dans ce même studio, où nous avons dit, si on y prend garde, nous allons nous retrouver dans l'impasse. Et quand le chef de l'État a évoqué cette question, j'ai pris peur. J'ai dit, mais dis donc, il savait donc là où il nous conduisait, puisqu'il a répondu à cette jeunesse venue massivement l'écouter pour dire au cas où on va se retrouver face à la situation que nous créons, que la Cour constitutionnelle allait prendre cette disposition, alors que, si je ne m'abuse, M. Avlessi doit avoir fait le droit. Les mesures normatives dans un pays, c'est pour le présent et l'avenir. Quand on dit que telle hypothèse peut conduire à telle situation, on prévoit dans les textes de loi, au cas où on a telle difficulté, quelle est la parade? Mais nous avons dit, il y a des difficultés à l'horizon. Prévoyons les parades dans le code électoral en même temps, au cas où on va se retrouver face à une situation où aucune des formations politiques ne réussirait à avoir les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. On nous a dit non, vous êtes des fainéants, allez travailler, allez mobiliser vos militants sur le terrain, ce n'est pas aussi difficile que ça. Et dans le même temps, on nous empêche de rencontrer nos militants. Vous avez suivi un peu le développement de Mohamed Okri à Soba sur ce plateau par rapport à cette proposition de chef de l'État qui vise en tout cas à travailler à ce qu'on ait de grands regroupements pour faire face à ces échéances électorales en vue. Et tous ces développements, je ne sais pas ce que cela vous inspire. Merci, je crois que globalement, on n'a pas de raison à nourrir une peur bleue face aux dispositions. La Cour constitutionnelle, c'est une cour de droit, ça ne va pas statuer sur les faits, c'est les dispositions de droit qui seront utilisées. C'est pourquoi le président nous réfère à cette cour. C'est stratégique. C'est stratégique parce que nul ne saurait faire une œuvre totalement parfaite si ce n'est Dieu. Et ce qui est fait, c'est les hommes qui ont conçu les documents. Quel que soit ce qu'on ferait, quelles que soient les parades qu'on mettrait en place, ce serait toujours perfectible. Ce serait toujours une œuvre humaine. Et donc, nous n'avons pas la science. Nous ne nous mettons pas à la place de Dieu pour dire, mettons tout en place pour tout éviter. On peut tout mettre en place, mais ce qui adviendrait pour qu'on cherche les alternatives. C'est pourquoi la référence est faite à cette cour-là, qui pourra en son temps voir les textes de loi que nous avons en face pour nous sortir d'impasse. Je crois que ce n'est que justice, c'est le processus qui est comme ça. Et éprouvons d'abord ce qui est proposé. Essayons, et on va voir ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus performant à l'avenir. Je crois que c'est dans cette posture que se trouve le chef. N'ayons pas une peur bleue par rapport à ça. Essayons et améliorons pour avancer. Oui. C'est notre démocratie qui s'en sortirait grandi. Je le dis, je répète. Voilà, Mathieu Avlessi, Okri parle, oui, de ce que la proposition est venue du chef de l'État, lui qui a apporté en tout cas les réformes, et tout parle également du timing, justement.
Tout à fait. Pourquoi c'est aux jeunes que ça a été dit? Il a aussi Voilà, dit, oui. les jeunes parce que l'avenir leur appartient. Nous sommes en train de finir. Nous avons porté un idéal. Est-ce que cet idéal-là pourrait faire du chemin avec eux? Ils ont donc l'occasion d'entendre parler de ça, de celui qui a initié ces réformes-là, pour voir en son temps le système ou bien les dispositions éprouvées, il leur reviendrait. Jeunesse politique, il leur reviendrait donc d'apporter les touches nécessaires. Mais qui s'imprègne, c'est au bout de l'ancienne cordontis, la nouvelle, dit-on. Donc il leur revient de s'imprégner un peu de ce qui est là en ce moment pour porter les corrections qui viendraient par la suite. Les chapelles politiques vont accompagner, mais les chapelles politiques, aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, nous allons partir dans peu de temps, les jeunes vont prendre, et c'est la logique dans laquelle, de la perpétuer l'initiative, c'est un peu dans ça que le chef se trouvait en parlant aux jeunes pour dire, voilà ce que j'ai proposé, c'est perfectible, il vous reviendra de toucher. Et vous ne voyez pas qu'il serait au moins... oui, je vais revenir à vous au cri, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous ne voyez pas, oui, qu'il est bon, idéal que l'opposition, en tout cas, accepte cette main tendue du chef de l'État afin de réorganiser un peu la troupe, justement, pour avoir un grand rassemblement comme vous êtes en train de le souhaiter? Voyez-vous, même le leader de l'opposition aujourd'hui, le président Bouniaï, avait taxé notre démocratie de ce que vous savez, parce que c'était difficile pour lui de porter des initiatives. Tous les bâtons lui étaient mis dans les roues. Moi, je le plains dans sa posture. Je le plains en ce sens que il voulait faire, il n'a pas pu faire. Bon, il en est là aujourd'hui. Quelqu'un a mis des garde-fous pour faire un peu plus. Permettons aux jeunes d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je dis, ce qui est fait, c'est perfectible. Les réalisations, c'est bien, mais on peut peut-être faire mieux. Quelqu'un viendrait faire mieux, mais parmi les plus jeunes que nous, qu'on va accompagner tant qu'on est là. Je veux rester optimiste pour l'avenir. Et dans mon optimisme, je dis, on aurait pu travailler avec les anciens que nous sommes, mais nous avons porté ça, c'est notre initiative, que le monsieur Okri comme moi, chacun dans sa, même si on n'a pas l'initiative, ça nous colle à la peau parce que c'est notre génération qui est maintenant au front of. Les jeunes viendront et quand ils vont venir, ils vont retoucher à coup sûr ce qui est fait parce que c'est une humaine perfectible. Avec le temps, ce sera éprouvé et les corrections seront apportées par ces jeunes. Voilà, oui. Monsieur Mohamed, monsieur Assoba voulait intervenir. Oui, je voulais réagir pour dire que c'est vrai que le chef de l'État a choisi de s'adresser à la jeunesse, mais j'espère qu'il ne glisse pas vers un conflit de génération. Le passage de témoins ne se fait pas de façon brutale, de façon vraiment abrupte. C'est de façon progressive, c'est un brassage qui fait que on passe d'une génération à l'autre. Pour revenir au sujet, moi je pense que c'est un marché de dupes que veut nous proposer le chef de l'État. Pourquoi? Parce que dans une interview qu'il a accordée il y a un peu plus d'1 an à votre confrère international, pour ne pas nommer Jeune Afrique, il a dit, mais les mesures dont on parle, dont on dit qu'elles sont corsées, s'appliquent à tous les partis politiques présents sur l'échiquier politique national et que lui ne fait donc pas de fixation. Nous, on a appelé au dialogue tout le temps. On nous a dit, mais non, on ne voit pas l'opportunité de faire du dialogue, de faire d'assises. Vous êtes un parti politique, travaillez pour la conquête du pouvoir. Et puis, on nous a opposé la sourde oreille à la fin. Nous avons dit, OK, si c'est ainsi, les mesures étant connues, mettons-nous à l'œuvre et on va les éprouver également. Nous y sommes, nous sommes sur le chemin et puis brutalement on veut interrompre le chemin. C'est pour ça que je dis que la proposition du chef de l'État manque de lisibilité et il veut semer la confusion pour que demain, les esprits faibles disent, mais il vous a tendu finalement la main, vous avez refusé de la saisir. Les esprits, lesquels vous appelez faibles? Non, vous savez, quand on parle de la classe politique, il y a la grande masse qui n'est pas toujours au fait de la quintessence des débats en cours. Bon, mon oncle au village, ma tante, il va falloir que je lui explique longuement ce que le chef de l'État dit pour qu'il comprenne. Alors qu'ils sont déjà dans une disposition d'esprit pour dire il est à la fin de son mandat, il va enfin nous libérer. En utilisant ces mots, je fais recours à mes parents paysans. Moi, je suis d'un milieu rural. Et
ce que cette gouvernance a fait faire à la population rurale depuis 2016 et que subitement je retourne dire à mes parents, ben écoutez, nous sommes en train de trouver un terrain d'entente pour gouverner ensemble avec le président Patrice Talon, ils ne comprendront pas. Mais vous ne pouvez quand même pas dire que de 2016 à aujourd'hui, il n'y a pas de réalisations aujourd'hui qui font parler d'elles-mêmes. Tous les gouvernements ont fait des réalisations depuis 1960. Oui, on n'en disconvient pas. Vous-même, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Aucune contrée du Bénin n'est épargnée. Ah oui, c'est à relativiser. C'est pour vous dire tout simplement. C'est à relativiser et le développement d'un pays ne se résume pas que aux infrastructures. Le développement d'un pays, c'est une notion holistique globale. Mais il n'y a pas que quelqu'un a dit et écrit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a pas eu que d'infrastructures. Toute action publique, au niveau des institutions également. J'en viens. Toute action publique qui ne met pas l'homme au-dessus de sa finalité est une mauvaise action publique. Un prélat bien connu de ce pays a dit que lui, il a l'impression que le président Patrice Talon aime le Bénin, mais qu'il n'aime pas les Béninois. C'est le sentiment que nous avons aujourd'hui dans le pays. Donc, le problème ne doit pas se résumer aux réalisations. Je ne balaie pas du revers de main ce qu'il a fait depuis 2016 et qu'il continue de faire et qu'il continuera de faire jusqu'au terme de son mandat constitutionnel. Mais ce n'est pas une raison pour dire, ben écoutez, retournons au modèle chinois, le centralisme démocratique, et on fait un truc comme le PCC, le Parti communiste chinois. Non, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et une seule personne, fût-elle élue de la nation à un moment donné, ne peut pas dicter sa volonté à tout un peuple. On s'assoit et on discute des choix majeurs. Mohamed Okri. Assogba, ici, il ne s'agit pas, en tout cas à notre humble avis, d'une dictature, il ne s'agit que d'une proposition. Mathieu Ablessi le soulignait donc ici tout à l'heure. L'autre aspect à aborder de la chose, c'est par rapport au timing. Pourquoi c'est maintenant que cette proposition sort du chef de l'État, Mathieu Ablessi? Non, je crois quand même que, merci déjà d'accompagner, que c'était une proposition venue du chef, ça ne s'impose à personne. Libre aux autres de prendre ou de ne pas prendre. Donc ce n'est pas, ça ne devrait pas s'interpréter en termes de dictature parce que ça ne s'impose pas. Maintenant, par rapport, comment appelle-t-on, au timing, oui, par rapport au timing, pourquoi c'est maintenant, pourquoi pas plus tôt. On a initié les grands regroupements. Que les grands regroupements se fassent d'abord, avant qu'on fasse des propositions. Et pourquoi on est parti de combien de partis se retrouvent au sein de BR, de l'UP, les fusions qui sont venues là. Même les FCBE, ce n'était pas, il n'y a pas que les FCBE originels qui se sont retrouvés. Il y a d'autres partis qui se mettent autour des FCBE aujourd'hui pour constituer le bloc de l'opposition. Ça, moi, je pense qu'il y a aussi la logique de ce que ce bloc se consolide. Et si ce bloc se consolidait bien, moi je pense que c'est un peu ça la proposition du chef, ce bloc devrait bien se consolider pour qu'on ait deux blocs en face. Deux blocs qui se fassent et qui, dans une certaine mesure, je ne veux pas dire affronter, mais qui fassent le débat politique. C'est un peu ça, moi je pense, c'est ma logique ça. J'espère que c'est ça la logique du chef. Ce n'est pas pour autant qu'on demande aux partis d'en face de venir fondre dans les partis de la mouvance. Et non, je ne crois pas pour autant ça. Mais non, ainsi les gens pensent que voilà ce qui se fait, on se retrouve suffisamment dedans pour se fondre dedans, qui va leur refuser aussi. Donc c'est des portes ouvertes où les gens sont libres donc d'analyser, voir. Nous nous mettons en face, nous nous mettons en force pour constituer une force en face de la force gouvernante qui gouverne aujourd'hui, ou bien nous fondons. Tout ça là, c'est des propositions qui sont faites, rien ne s'impose à quelqu'un. Et pourquoi on ne peut pas dire, n'a pas demandé que, je ne sais pas, quoi c'est des propositions, je ne sais pas quel mot encore utiliser pour bien dire, c'est des propositions, rien de dictature, de dictatorial ne venait de lui. Maintenant, entre-temps, il a parlé de ce qui, les paysans. J'ai toujours dit ici aussi qu'en fait ce qui se faisait, la politique agricole qu'on a mise en place avant les années 60 par les colons, puis l'indépendance a retrouvé, qu'on a perpétué, est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Le coton qu'on produisait pour alimenter les industries en Europe, est-ce qu'on va continuer à faire ça? Le soja qui donc nourrit les industries aussi en Europe, est-ce qu'on va continuer à l'exporter à l'État? Travaillons
ajouter de la valeur à nos productions. C'est la logique dans laquelle le chef est. Ajoutons de la valeur à nos productions. L'exemple était là et ça a fait le tour. Le café qui est vendu à 200 francs nous revient à 20 000 francs. Pourquoi? On vend cru, les gens ajoutent la valeur, nous reviennent chercher, nous revendent encore bien, combien de fois plus cher. Ajoutons de la valeur et c'est la logique de la valeur ajoutée qui amène le chef à dire faisons travailler nos enfants autour de vos productions. Ça va faire de l'emploi pour eux. Oui. Au lieu que vous exportiez pour juste gagner un peu d'argent, et ça va faire un peu de faveur. Avançons. Le développement passe par là. Le développement passe par là. Valeur ajoutée aux produits bruts. Donc c'est ça que les paysans, qu'on explique ça vraiment aux paysans, qu'ils comprennent. Mais tel que ça s'explique aux paysans pour dire, oui, vous ne vendez pas. Les paysans envoient leurs enfants à l'école. Les enfants vont à l'école pour travailler dans les usines. Mais les usines ne sont pas là. Et puis on exporte les produits bruts. Qu'est-ce que ça donnera? Ça va perpétuer. Et puis de plus en plus, regardez la masse d'étudiants réussis au bac aujourd'hui. Ainsi de suite. Travaillons à leur donner de l'emploi sur place. Ça va éviter qu'ils aillent mourir dans le désert et qu'ils meurent aussi dans la Méditerranée. Parce que dans la recherche du travail. Donc c'est la logique ça. Nos paysans, qu'on leur répète qu'ils travaillent à donner de l'emploi à leurs enfants en gardant leur production au plan local. C'est votre manière de voir la chose. Oui, alors, sur ce sujet, rapidement, quelques secondes pour qu'on passe à autre chose. Sur ce plateau, Mohamed, oui. Je voudrais revenir quand même sur la politique agricole, mais avant, sur le timing. Je pense que le chef de l'État, vers la fin de son mandat, son second et dernier mandat, se sent de plus en plus esselé. Ah eh bien, oui, il se sent esselé. Nous savons d'où est-ce que nous sommes partis. Qu'est-ce que vous le faites les accords... Monsieur le journaliste, les acteurs qui ont commencé l'aventure avec lui, nous savons où est-ce qu'ils en sont. Bon, maintenant, comment il fait? Lui seul, il est patron des deux partis, que nous appelons souvent les partis jumeaux. Nous avons vécu dans un autre passé. Lorsque l'ancien chef de l'État, le président Yahya Boni, était aux affaires et qu'il a créé FCBE, il est arrivé que des acteurs qui ne se retrouvaient pas dans FCBE ont créé Cori 2. Mais ce n'était pas sous la houlette du président Yahya Boni. Et ils ont levé des sièges à l'Assemblée nationale. Nous avons dit que tout ça, ce n'est pas bien, que ça fait un peu cacophonie. Maintenant, nous y sommes avec la nouvelle réforme. Et puis, vers la fin, subitement, il dit, bon, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on se mette ensemble? C'est très intelligent de la part de M. Avlessi de présenter l'affaire du tort qui est fait aux paysans béninois. Je prends un seul exemple qu'il a pris, celui du soja. Les théories économiques sont connues de longue date. Nous, on n'a pas dit qu'il faut tout le temps exporter brut la production des paysans. Nous sommes d'accord qu'il faut des usines pour donner de la main-d'œuvre. Mais ce qui se passe depuis que on a mis on a fait main basse sur le soja, le cajou, c'est quoi? La quantité qui est produite par an, on connaît. La quantité qui est transformée à Klodjibé, on connaît. Le delta, la différence, on l'exporte. Et dans le même temps, on l'achète à bas prix. Si la différence qui doit être exportée, on permettait aux paysans d'avoir une marge un peu plus élevée, on ne se plaindrait pas. Mais les gens s'échinent sous la pluie, sous le soleil, ils produisent à leur corps défendant, et puis vous leur arrachez leur production. Je dis bien, on leur arrache. Est-ce qu'on leur... Selon vous, sur cette question... On n'arrachait pas le coton aux paysans. Et donc on n'arrache pas le soja aux paysans. Le coton était organisé depuis des décennies. Oui, donc c'est un processus aussi d'organisation de cette filière-là, cajou, soja, tout ça. On ne sait pas comment est-ce que ça a évolué depuis les Sonagri, en passant par les Cardais, pour qu'on en soit là aujourd'hui. C'est des réformes qui ont été apportées à la valeur ajoutée au coton. Donc je crois que c'est un début. Et soyons pas pessimistes, n'alimentons pas trop le pessimisme au niveau de nos parents, qui je sais très courageux. C'est eux qui nous nourrissent. C'est pas du pessimisme, c'est du factuel. Nous parlons des faits. C'est les paysans qui nous nourrissent et je crois qu'on doit leur tirer le chapeau, les remercier par rapport à tout ce qu'ils font à la nation. Mais c'est eux encore qui vont donner de l'emploi à leurs enfants qu'ils envoient à l'école. Merci beaucoup. À vous, les experts internationaux recrutés pour l'audit du fichier électoral ont achevé leur mission. Ils ont présenté un rapport de synthèse à travers un atelier de restitution organisé par le comité de pilotage. C'était donc le mardi 5 août 2025, précisément à Cotonou. Nous allons parler
aussi de ce sujet ici. Hein. La question, grosse interrogation qu'on se pose, c'est de savoir si, à travers ces premières conclusions issues des travaux effectués, l'opposition, en tout cas, voit sa soif étanchée. C'est la question qu'on se pose en premier. Nous allons démarrer par vous, Monsieur Assoba. Vous avez suivi aussi, comme tout autre Béninois, la présentation justement de cette synthèse, ces premières conclusions issues des travaux, votre appréciation. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui a accepté de donner droit à cette revendication des partis politiques réunis autour de Parti les démocrates au sein de la coalition des partis politiques de l'opposition. J'ai suivi le premier G, la présentation générale des experts. Je ne dirais pas que notre soit fait étancher, mais je dis nous sommes déjà soulagés. Nous sommes déjà soulagés de savoir que ce que nous suspections n'était pas que des vues de l'esprit. Je vais prendre un ou deux exemples. Allez-y. Par exemple, sur la question de nos décédés qui sont encore sur la liste électorale, le chef de l'État même a dit que c'est un problème qu'il fallait résoudre. Il a reconnu à la présidence de la République, il a évoqué les bugs qu'il y a eu à l'occasion des différentes élections. Eh bien, le rapport est détaillé, est attendu, et étant d'un parti de l'opposition qui a commandité le travail, nous savons qu'il y a bien d'autres choses qui sont révélées, et certainement que dès qu'ils vont remettre le rapport général bientôt, ça va être porté à la connaissance du public. Il y a des choses à corriger dans la liste électorale. Et plus tôt nous y allions, mieux ce sera pour le peuple béninois. Voilà. Oui, alors, M. Ablessi, M. Assoba estime que la soif n'est pas totalement étanchée. En tout cas, il félicite, apprécie en tout cas le salut du chef de l'État pour cet accord. Non, je crois qu'il y a de raisons que la soif ne soit pas totalement étanchée, parce que le travail qui est fait, il a parlé tout à l'heure des décès, des personnes décédées qui sont encore sur la liste. Jusqu'au jour des élections, il y aura des décédés qui seront sur la liste, parce que la veille, des gens vont mourir. Et donc, c'est un processus. C'est vrai, c'est déjà heureux. Le jour même du vote, des gens, la veille, seront sur pied, ils vont mourir. Et donc, on aura des décédés sur la liste, quoi qu'on dise. C'est pourquoi le travail, je dis un travail de l'homme, venu de l'homme, est perfectible. Je suis heureux que globalement, il n'y ait pas de grands reproches qu'on fasse à la liste. Il n'y a pas de grands reproches parce que globalement, ce n'est que quelques recommandations qui sont de bonne guerre qu'on a dû faire au travail qui a été fait. C'est quelques recommandations. Et donc, si ce n'est que ces éléments de décès sur liste et tout ça vont être intégrés. Et ça va être pris en compte et on aura une liste et qui aujourd'hui, même le jour sera validé, sera encore perfectible parce qu'il y aura encore des coquilles à corriger. Il y aura encore des gens qui seront sur ça et qui ne pourront pas aller aux élections pour une raison ou une autre. Et donc, je suis heureux que globalement, on dise que la soif est étanchée, mais tout au moins en partie. Et là, je disais aussi que la peur bleue qu'on nourrissait par rapport à ce dossier, je crois qu'aujourd'hui, il y a de raisons que nos amis un peu satisfaits se disent on n'avait pas trop de raisons de faire. Toutefois, c'est mieux, c'est tant mieux, parce que si c'est pour la paix, rien ne sera de trop. Et donc, le président étant dans la logique de la paix, de pacification des élections à venir, a autorisé ce qui se fait l'audit et qui est fait aujourd'hui. Le rapport est déposé, les recommandations seront intégrées. On aura un fichier amélioré par rapport au fichier de départ qu'on avait remis à nos experts. Monsieur Assoba, où se situait précisément le doute, la crainte de l'opposition par rapport à ce fichier électoral pour que cette exigence, en tout cas, validée par le chef de l'État. Le fichier électoral est l'outil le plus important pour une formation politique dans une démocratie. Et lorsque M. Ablessi dit qu'il y a eu plus de peur que de mal pour caricaturer ce qu'il vient de dire, je dis que ce n'est pas tout à fait exact. Je ne voudrais trahir aucun secret. C'est pour dire qu'il y a du travail à faire sur la liste. Et c'est pourquoi j'ai commencé par remercier le chef de l'État qui a fait fi des réticences et même des oppositions des partis qui le soutiennent. UP Le Renouveau et le BR de mon ami, ils ont dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à cirer, circuler. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée et ils ont refusé de s'associer même au COPIL, au comité de pilotage de l'audit. Bon,
Je crois qu'ils ont commencé par se rendre compte que c'était une erreur qui n'est pas stratégique. Et le chef de l'État, étant le père de la nation, lui, il a décidé que les choses se fassent autrement, au moins sur ce pan, et je lui en sais gré. Donc, j'espère, c'est pourquoi je disais que nous sommes quelque peu soulagés. Notre soif serait étanchée si, à la suite des recommandations des experts, les différentes institutions concernées acceptaient de mettre en œuvre les recommandations. Parce que là, c'est une autre paire de manches. Ah bon. Et ça craint. Ah bon? Oui, alors vous avez suivi? Je demande à nos amis de rester moins suspicieux parce que déjà l'audit a été réalisé, et les recommandations sont faites, il n'y a pas de raison qu'on n'intègre pas les recommandations. Vous êtes là, on est là tous pour en apporter. Je crois ceux qui ont travaillé à l'élaboration de cette liste et qui au départ se disaient on a fait le travail, c'est pour nous, c'est pour vous, on pouvait aller avec, c'est un peu voilà, fiers de ce qu'ils avaient déjà fait quelque chose de plus par rapport à l'existant, qu'ils le disaient. Bon, maintenant, l'audit, le chef a dit, attention, vous aviez bien fait, je vous remercie, mais laissons d'autres intentions, toiletter un peu ce que vous aviez fait. Conséquence, c'est là, il y a des recommandations. Il y en aura, même demain, si on reprend cette dire, il y aura encore des recommandations au-delà de ce qui est là, parce que c'est humain, c'est des hommes qui ont travaillé avec les limites de l'homme. Okri Mohamed Deplore, oui, vous voulez vous parler? Non, je voudrais quelques secondes. Ah oui? Je m'en voudrais de ne pas dire que nous ne nourrissions pas l'intention que la liste a été mal faite exprès. C'est des hommes et des machines. J'ai évoqué un cas tout à l'heure. Sur la liste, les experts ont révélé, par exemple, vous aurez les rapports détaillés bientôt. Moi, j'ai la chance d'être proche du système. Il y a 40% d'inscrits sur la liste qui n'ont pas un contact. Alors qu'on dit qu'il y aura bientôt, je crois même que la NIP s'active déjà pour ça, oui, les réclamations et autres. Oui. Si le monsieur ne peut pas aller en ligne et vous joindre, si vous ne pouvez pas joindre le monsieur, comment on fait? Donc, c'est des choses à corriger. Notre intention n'est pas de dire qu'on nous a produit une liste contre nous. Mais nous avons dit que comme c'est des hommes et que c'est des machines, il fallait quand même qu'on essaie de voir. Dans aucun pays du monde, la liste électorale n'est parfaite. Je suis d'accord avec M. Avlessi et que sur la question des morts, 300 000 morts, quelqu'un de UP Le Renouveau avait même parlé de 500 000 morts. Donc, ce n'est pas nous qui sommes pessimistes, ce n'est pas nous qui sommes suspicieux. Mais 300 000 morts sur une liste de 7 millions, c'est beaucoup. Il faut faire en sorte que... Et puis là, c'est une question nationale. C'est la question de l'état civil. Comment nous faisons pour que les gens ne soient pas systématiquement sortis de la liste après leur décès? Ça pose le problème de la déclaration des décès. Et là, nous sommes tous appelés à travailler pour que nos parents, dans les contrées, au village, et même en ville, parfois, les gens décèdent, on inhume sans aller faire la déclaration de décès. J'ai surpris une réforme qui est en cours parce que j'ai promis de ne pas être long, j'ai eu à enterrer un frère récemment et à la morgue, le monsieur informait quelqu'un pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, lorsque vous venez déposer une dépouille mortelle pour venir la chercher, vous devez venir avec un papier de la mairie qui atteste que vous avez déclaré le mort. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ça doit transcender tous les partis politiques. Ce n'est pas affaire de je suis LD, je suis UP, je suis BR, je suis FCB ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Oui, ça s'entend, hein, c'est donc ensemble qu'on va en apporter à la correction de ce travail qui est un travail humain perfectible. Voilà. Oui. Et ma question tout à l'heure que je voulais vous poser, c'est il y a M. Assogba qui, en tout cas, estime que c'est une erreur de la part de la mouvance des partis, de la mouvance de ne pas appartenir justement à ce comité aujourd'hui. Est-ce que vous voyez que c'était véritablement une erreur ou bien c'était juste une option plus ou moins stratégique? Bon, moi, pour ma part, hein, ça c'est totalement lié à moi. Je pense que c'est
intellectuels, c'est des cadres qui ont fait le travail. L'humilité intellectuelle les amènerait à dire attention, accompagnons. Et dans ce comité, on pourra dire la logique dans laquelle on a fait le travail. Bon, ils ne sont pas là, les experts sont là, en ont apporté. Les amis d'en face, qui sont aussi des Béninois, sont là, en ont apporté. C'est ensemble qu'on ferait, qu'ils aient fait une proposition corrigée par les amis d'en face, ça veut dire que c'est ensemble. Ce qui est là en ce moment-là, c'est pour eux, c'est pour nous. C'est pour les opposants, c'est encore pour nous. Donc c'est tant mieux. Alors, Mohamed Okri Assogba l'abordait tout à l'heure réuni en conférence de presse le jeudi 7 août 2025 au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Le cadre de concertation des forces de l'opposition a exprimé justement ses inquiétudes sur le calendrier préparatoire des élections générales de 2026. Ceci, c'était juste au lendemain de ces premières conclusions présentées par les experts internationaux par la voix de Expérience TV, l'un des coordonnateurs de l'opposition a alerté justement sur plusieurs points. Nous allons aussi discuter de cette question ici sur ce plateau, cette déclaration. Oui, de cette dernière déclaration, j'allais dire, oui, de l'opposition marque-t-elle un tournant stratégique dans la poste de l'opposition où il s'agit d'un simple exercice de communication politique, Mohamed Okri Assogba? Non, ce n'est pas juste un exercice de communication politique. Notre rôle est d'alerter. Notre rôle n'est pas d'attendre que ça dégringole pour qu'on commence par dire c'est la faute à tel, c'est la faute à tel. Nous aspirons à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Il y a beaucoup de responsables au sein du parti du LD qui ont exercé ce pouvoir par le passé et qui savent que ce n'est pas facile. Le chef de l'État, le président Patron Talon lui-même l'a dit récemment, il a dit que ce n'est pas facile. Eh bien, dans ces conditions, dans un environnement pareil, nous devons faire en sorte que, à la fin, nous puissions nous donner tous la main. Je vais vous donner quelques exemples évoqués par les conférenciers. J'y étais d'ailleurs à cette conférence. Oui. La Sénat elle-même a publié un calendrier électoral, chronogramme électoral, je ne sais pas celui qu'il faut prendre, et a décidé que du 25 juillet au 25 août 2025, mois courant, que les députés, les maires qui sont éligibles aux fiches de parrainage devraient commencer par passer à la Sénat pour remplir ces fiches et les retirer. À la veille de l'ouverture de cette activité, la Sénat sort un communiqué laconique pour dire qu'elle a différé sine die cette activité. Nous avons de quoi nous inquiéter parce que ce sont les parrainages qui permettent aux partis politiques de désigner et de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le parti Les Démocrates n'a que les 28 qu'on a retenus pour définir la base qu'il faut pour avoir un candidat. Donc nous, on se demande, mais qu'est-ce qui se prépare? C'est pour ça que l'opposition plurielle a donné de la voix pour dire qu'on ne comprend pas, qu'il faut pouvoir nous dire à quel moment on veut rouvrir cette activité pour permettre aux uns et aux autres d'aller retirer leurs fiches au fin de le faire valoir pour ce que de droit. Autre préoccupation. Allez-y très rapidement. Les tests, notamment le code électoral querellé, a évoqué la question du quitus fiscal. Et il est dit que la Direction générale des impôts doit ouvrir le système 3 mois avant. Les premières élections générales, ce sont les communales et les législatives couplées, auront lieu le 11 janvier 2026. Quand vous faites le décompte de janvier à maintenant, à quel moment la Direction générale des impôts veut ouvrir le système pour que ceux qui ont des situations à rattraper pour pouvoir se prévaloir de leur quitus fiscal s'y mettent, nous on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous traîner pour dire 1 mois ou 6 semaines avant c'est ouvert pour qu'il y ait la bousculade comme par le passé et qu'on en profite pour exclure des candidats de l'opposition? Il y a de quoi s'inquiéter. C'était la raison de cette sortie. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mohamed Okri Assogba. Alors, Mathieu Ablessi, vous les avez suivis juste au lendemain de ces conclusions qui ont été présentées. L'opposition trouve autre déjà argument
à travers une conférence de presse. Non, il y a de raisons que, voilà, au vu du planning mis en place et en fonction des interférences dans ce planning-là, il pourrait avoir. Nous avions eu l'opportunité de gérer des activités d'envergure où on a fait une planification qu'on a retouché chemin faisant à cause des interférences. Nous ne sommes pas au sein de l'équipe pour savoir les interférences qui ont amené à différer un peu certaines dates. Et je crois, c'est pourquoi je dis, c'est de bonne guerre, et que voilà, au vu du planning initial, les modifications apportées, que les gens disent attention, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui justifierait ce décalage. Bon, c'est de bonne guerre, et donc je pense les autres qui ont fait les planifications devraient aussi pouvoir dire, dans une certaine mesure, voilà, leur donner les informations qu'il faut pour dire, au vu de telle interférence et telle autre, nous avons décalé un peu les dates de planification des activités initialement mises dans le chronogramme. Donc c'est simplement ça. Je leur concède ce qui est fait, sans pour autant leur jeter la pierre, mais au même moment qu'ils soient un peu intelligents vis-à-vis de ceux qui ont planifié et qui aujourd'hui, au vu des interférences dont on n'a pas connaissance, on sont en train de faire des décalages. Nous sommes des cadres de niveau donné. Nous savons que c'est possible que ça advienne, et donc faisons-leur la concession tout en alertant sur attention, faites vite parce que ça pourrait nous porter des préjudices. Voilà. Oui. Non, la dévolution du pouvoir politique se fait par les urnes. Vous ne reconnaissez pas qu'il peut y avoir des interférences? Oui, mais il faut de la transparence dans tout ce qui se fait. Nous sommes dans une période sensible. Lorsque la Sénat elle-même volontairement a sorti un planning, un chronogramme, nous, on se l'approprie. UP, le renouveau, se l'approprie. Tous ceux qui sont concernés se l'approprient. Si 2 ou 3 jours avant, vous estimez que pour une raison, pour une autre, vous devez différer, ce n'est pas un communiqué laconique. Vous invitez les acteurs, ou bien alors le communiqué est détaillé pour dire telle activité qui était prévue. Mais la Sénat a organisé plusieurs rencontres avec les responsables des partis politiques. Mais pas à ce sujet, c'est le 24 juillet, la veille du 25, qu'ils ont sorti un communiqué laconique pour dire que à partir de demain, que le retrait des parrainages est différé. S'inédié. On n'a même pas dit différé de tel jour à tel jour. On n'a pas dit pour telle raison. Et le DGE est même sorti pour se moquer de l'opposition qui a posé le problème. C'est pourquoi je dis ce pays appartient à nous tous. Mais certains pensent que ils en ont le titre foncier. Pourquoi pensez-vous que c'est déjà tard? Oui, Mohamed Okri, pensez-vous que c'est déjà tard que la Sénat, invite les responsables des partis politiques? Nous ne pensons pas que c'est tard, mais nous fondant sur ce qui s'est passé par le passé, on a connu la Sénat des fautes mineures, fautes majeures, ne voudrions pas que ça se répète. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme pour dire, dites-nous ce qu'il y a. Si les raisons sont recevables, on n'a pas de raison de bouder. Et si vous êtes transparent, vous n'avez pas de crainte à dire les raisons. Voilà, c'est pourquoi nous, on commence par tirer la sonnette d'alarme. Merci, monsieur Okri, merci, monsieur le journaliste. Il y a de raisons que nos amis tirent sur la sonnette d'alarme. Je leur concède, je dis, c'est pas respect déjà pour toute la classe politique que la commission a dû envoyer ce communiqué pour dire à l'échéance, c'est décalé parce que on ne voudrait pas avoir des gens se bousculant pour dire, voilà, on a dit, la date est là, on est venu, il n'y a rien. C'est pas donc respect pour eux et pour nous-mêmes, donc pour toute la classe politique que le communiqué est parti. Mais il faut un nouveau planning qui intègre donc cette activité et donc concédons-leur le temps de reprogrammer les choses, de planifier autrement les choses en fonction des interférences. Ce n'est pas de la banalisation, c'est la pratique des choses qui nous amène à ça. Monsieur Okri en est conscient, il a géré des activités, j'en suis sûr, et il sait que ça vient. Et quand ça vient, le temps déjà de planifier, avertissez les acteurs en face pour leur dire attention, ce qui est prévu à telle date est décalé, donnez-nous le temps, mais on n'a pas besoin de communiquer, donnez-nous le temps de reprogrammer, non, décaler pour que vous ne soyez pas à la porte, pour qu'on vous dise que ce soit en ce moment qu'on vous dise c'est décalé. Donc, concédons-leur aussi le respect qu'ils ont vis-à-vis de la classe politique en envoyant le communiqué et attendons, tirer sur la sonnette d'alarme parce que c'est ce faisant qu'ils vont se parfaire et ils vont planifier autrement. Et ça viendra. Oui, Mathieu Ablessi, est-ce que vous estimez que c'était déjà tard pour que on passe justement à cette conférence?
Bon, moi je leur concède, parce que lorsque vous n'êtes pas au front, lorsque vous n'êtes pas dans l'activité et que vous êtes consommateur du travail fait par les autres, s'il y a des décalages, il y a des raisons que vous trouviez que quelque chose ne va pas, dites-nous ce qui se passe. Donc moi je leur concède, mais je leur demande aussi d'être indulgents vis-à-vis de la commission pour que le communiqué est passé, la commission fasse une autre planification qui va leur parvenir. Ils vont tenir compte de la nouvelle planification et fonctionner conséquemment. Donc c'est cette indulgence là que je les convie à cette indulgence tout en leur concédant leur réaction. Monsieur le journaliste, j'ai mieux cerné votre question. Par rapport à cette activité, ce n'était pas trop tôt pour les partis de l'opposition de sortir parce que c'est une activité particulière. Le délivrage la délivrance des fiches de parrainage. Oui. Je vous ai dit tantôt dans mon développement antérieur que le nombre de parrainages a été calqué sur le nombre de députés LD. A été calqué. Oui, 28. Voulez-vous dire que c'est en fonction de cela que... Oui, ça pend comme le nez au milieu du visage. Vous avez, en tout cas, est-ce que vous avez... Non, c'est notre lecture. Nous n'accusons pas. Il vient de dire c'est leur lecture. C'est notre lecture. Concédons-leur. C'est leur lecture, mais ce n'est pas ça la logique. Tout Béninois indépendant fait la même lecture. Je ne parle pas des chapelles politiques. UP, le renouveau et BR, même s'ils voient la chose comme ça, ils vous diront non. Nous sommes en politique. Maintenant, pourquoi nous alertons très rapidement sur cette activité qui est décalée sans raison? Il y a la partie visible de l'iceberg. Ne dites pas sans raison parce qu'on a parlé tout à l'heure de... La Sénat n'a pas donné de raison. Et c'est justement ça qui vous inquiète. Et c'est cela, maintenant, je vous dis que l'activité annoncée est la partie visible de l'iceberg. Mais ce qui se passe en dessous, ce n'est pas le lieu de vous en parler. C'est pourquoi nous, on ne commence pas à nous inquiéter. Je n'en dirai pas davantage. Oui, Mathieu Ablessi. Je toujours demander à nos amis d'être moins suspicieux. Oui. Quand on dit ce qui se passe en dessous, on sait c'est de la suspicion. Parce qu'on a nourri autant de suspicions par rapport à la liste. Aujourd'hui, on est en partie satisfait de ce qui est fait. Donc, ce qui se fait encore là-bas, on ne sait pas, mais je crois en son temps, quand ils auront l'information, ils seront en partie satisfaits. Pas totalement parce que c'est des hommes qui sont à cette activité-là avec leurs imperfections. Donc, voilà. Ce n'est pas en sortant le communiqué que la Sénat respecte les partis politiques. Ce que je dis est valable pour tous les partis concernés. En guise de conclusion, c'est la Sénat qui nous aurait évité d'être suspicieux en disant 1. Je décale. 2. Voici la raison. 3. Voici la nouvelle date. Mais rien de tout ça. On dit juste je décale. On est où là? Nous sommes aux aguets parce qu'on nous a habitués à rester sur nos gardes. C'est tout. Merci. Mohamed Assokba au cri sur ce plateau. Alors, Mathieu Ablessi, vous aussi, pour conclure. Non, je crois que c'est tant mieux. C'est tant mieux que juste là, il n'y ait pas de erreur. Et comme je l'ai dit d'entrée, pour la paix, aucun sacrifice ne sera de trop. Merci. De la part des opposants comme de la part de la mouvance, aucun sacrifice ne sera de trop pour la paix parce que à l'échéance de ces élections, c'est comme annoncé des élections festives et inclusives comme ils auraient souhaité. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau dédié au duel. C'est ce que je disais. Je vous avais demandé de conclure justement puisque c'est une question d'œil si chez la régie fait déjà le signe depuis bon moment. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr Mathieu Ablessi. Mathieu Ablessi, il est du Parti Bloc Républicain sur ce plateau. Merci en tout cas d'avoir préparé ce débat ici ce dimanche. Merci monsieur le journaliste et merci aux téléspectateurs pour leur attentive audition. Merci infiniment. En face de vous, c'est bien sûr Mohamed Okri Assokba. Il est membre du parti de l'opposition, les démocrates. Merci à vous aussi d'avoir préparé ici. Au nom du parti Les Démocrates, je remercie également ETélé qui ne manque aucune occasion pour nous ouvrir ses studios. Je salue également, à l'instar de mon ami Ablessi, nos téléspectateurs. Merci. Et bon dimanche à tous. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, dimanche, c'est politique et doit se poursuivre avec la même équipe. Angèle Toboula reprend donc le bâton de pèlerin pour la suite de ce plateau ici ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Benin, notre page Facebook ETélé en direct.
direct notre compte X ETélé en live, notre application iOS et Android ETélé tout simplement. C'est donc téléchargeable gratuitement sur les applications numériques. Merci infiniment de nous avoir suivis. Maintenez toute votre position d'écoute car dimanche, c'est politique se poursuit. À tout à l'heure.